Imaginons un instant un camp de travaux forcés terrifiant. Un lieu où la famine frappe avec une telle violence. Une violence vraiment inouïe, ouais. Exactement. Une violence telle que des hommes, poussés par le désespoir absolu, en viennent à voler les quelques grains de riz qui restent dans la bouche des prisonniers venant tout juste de mourir. C'est une image difficile à concevoir. Absolument. Et maintenant, imaginons un homme, au beau milieu de cet enfer, qui reçoit une minuscule ration de nourriture de sa mère endettée. Au lieu de la cacher ou de la dévorer pour sa propre survie, Ce qui serait le réflexe naturel, en fait. bah oui, l'instinct de préservation. Mais lui, il se lève et il la distribue immédiatement aux autres détenus. C'est une scène qui défie totalement la logique humaine. C'est une scène sidérante. Elle illustre un niveau de résilience qui échappe à la logique habituelle. Et c'est exactement le cœur de notre analyse aujourd'hui. Je suis ravi qu'on aborde ce texte. Moi aussi. Je suis très enthousiaste. Nous plongeons donc dans l'autobiographie de San Maïmoun, un ouvrage intitulé Ma vie au service de la paix. C'est un document historique et personnel très dense, tu vois. Il retrace la trajectoire d'un homme né en 1920 dans une Corée sous occupation japonaise. Et le texte décrit un individu qui traverse vraiment les pires atrocités de la guerre. Il survit à 6 emprisonnements distincts et il choisit délibérément de consacrer la totalité de son existence à l'unification des peuples et à la paix mondiale. La mission de notre exploration en profondeur aujourd'hui, c'est justement de décrypter ce parcours atypique. On veut extraire les leçons de cette résilience face à la brutalité extrême. Et comprendre la mécanique psychologique derrière un tel engagement, quoi. Mais avant d'aller plus loin, et c'est vraiment crucial pour ceux qui écoutent, il faut faire une mise au point d'impartialité. Oui, c'est essentiel. Notre discussion se base de manière stricte et exclusive sur les faits, les souvenirs et les convictions que l'auteur relate lui-même dans ses mémoires. L'objectif ici n'est en aucun cas de cautionner une idéologie politique ou religieuse. Tout à fait. On n'est pas là pour valider ou invalider ses propos. On explore cette œuvre de manière totalement impartiale pour comprendre la vision du monde présentée par l'auteur. Cette précision est fondamentale pour aborder le texte sereinement. Parce que le livre nous confronte à un personnage qui rencontre les plus grands dirigeants de la planète, en fait. Et qui fonde un mouvement spirituel international. En se concentrant sur le récit de l'auteur, on accède directement à l'architecture de sa pensée. Et pour comprendre l'ampleur de ces actions géopolitiques futures, le texte nous ramène inévitablement à ses toutes premières années. L'auteur grandit dans la province de Pyongan, dans une Corée dominée par une puissance étrangère. La violence de l'occupation est quotidienne à cette époque. Ouais. Et face à cette oppression humaine, l'auteur décrit un refuge absolu, à savoir la nature. Les passages sur son enfance sont très contemplatifs. Il raconte de longues heures passées à observer les animaux dans les forêts de sa région. C'est ça. Et il en tire une conclusion fondatrice. Dans la nature, l'auteur affirme qu'un animal tue uniquement pour se nourrir, pour obéir à une nécessité biologique. Mais les animaux ne se font jamais la guerre, par pure haine. C'est un point central du livre. L'oiseau ne ressent aucun ressentiment envers un autre oiseau, tu vois. L'auteur constate que l'être humain est l'unique créature sur Terre capable de haïr ses semblables et de détruire pour le simple plaisir de dominer. Le livre montre bien que cette observation façonne sa définition de la paix. L'auteur associe très tôt la paix à un état naturel, originel, que l'humanité a tragiquement perdu. Il raconte d'ailleurs une anecdote très intime pour définir ce concept de paix. Enfant, il part souvent courir dans les collines jusqu'à l'épuisement. Et son père vient le chercher à la tombée de la nuit. Voilà, et l'auteur avoue qu'il fait semblant de dormir, simplement pour obliger son père à le hisser sur son dos pour le ramener à la maison. C'est touchant. L'auteur affirme que la chaleur de ce contact, ce sentiment de sécurité totale sur le dos de son père, constitue sa véritable définition de la paix. Ce n'est pas un concept bureaucratique ou abstrait, c'est une expérience émotionnelle profonde. C'est fascinant de voir comment une expérience sensorielle d'enfance devient une boussole philosophique pour toute une vie. Et il y a aussi un héritage familial lourd de sens dans ce livre. L'auteur consacre de nombreuses pages à son arrière-grand-père. Un homme qui mène une vie d'ascète, c'est bien ça ? Exactement. Il refuse catégoriquement l'alcool et le tabac. Son but principal est d'économiser chaque sou pour nourrir les nécessités de la région. Le livre mentionne d'ailleurs que la chambre d'amis de la maison familiale est constamment occupée par des voyageurs. Ou des personnes dans le besoin, ouais. L'auteur grandit donc dans un écosystème où le don total de soi est la norme absolue. Et cet environnement forge vraiment sa discipline personnelle. L'auteur comprend très jeune que la compassion sans la force ne mène à rien.
Il adopte alors une devise extrêmement exigeante qu'il s'applique à lui-même. Il écrit cette phrase frappante. « Avant de vouloir maîtriser l'univers, commence par te maîtriser parfaitement toi-même. » Et le texte détaille un entraînement physique et mental acharné pour y arriver. Il pratique la boxe, les arts martiaux, il jeûne régulièrement. Il s'impose même des nuits entières de méditation et de prière dans le froid glacial. Il part du principe que pour avoir un impact sur le monde, il doit devenir imperméable aux pulsions de base. Il raconte même s'adresser à voix haute à son bol de riz. Ah oui, ce passage est incroyable. Il lui ordonne de devenir l'engrais de sa mission future, prouvant ainsi sa domination totale sur la sensation de faim. Et il y a un détail ciseau que tu as relevé dans le texte, qui illustre parfaitement cette concentration intense. L'auteur mentionne qu'on se moquait souvent de lui dans son village parce qu'il avait de très petits yeux. C'est vrai. Mais au lieu d'en concevoir un complexe, il retourne la situation pour en faire une philosophie de vie. Le livre explique que l'auteur utilise cette particularité physique comme une métaphore de sa propre concentration. Il affirme que des yeux étroits permettent de fixer un point lointain avec beaucoup plus d'acuité. C'est une image brillante quand on pense à la mécanique optique. C'est exactement le principe du diaphragme d'un appareil photo. Ah, tu veux dire pour la profondeur de champ? Absolument. En photographie, quand on réduit l'ouverture de l'objectif de manière drastique, on augmente on augmente ce qu'on appelle la profondeur de champ. D'accord, je vois l'idée. Cela permet de garder net un élément situé à l'horizon lointain, tout en ignorant totalement le premier plan. L'auteur applique cette loi physique à son propre esprit. Il réduit son champ de distraction immédiat pour faire le point sur un objectif temporel très lointain. C'est l'explication parfaite de sa méthode mentale. L'auteur s'entraîne à verrouiller son esprit sur un idéal futur de paix mondiale en ignorant les inconforts physiques du présent. Ok, décortiquons ça. Parce que c'est le moment précis où la théorie se heurte au monde réel. La maîtrise de soi, la méditation dans les collines, la métaphore photographique, tout cela est intellectuellement stimulant. C'est très beau sur le papier, oui. Mais comment une philosophie forgée dans l'observation des oiseaux et la discipline personnelle peut-elle résister à la violence mécanique et broyeuse d'un régime totalitaire? Une devise philosophique semble bien inoffensive face au fusil d'une armée, non? Eh bien, le texte aborde cette confrontation de plein fouet. En 1948, l'auteur relate son arrestation par le régime communiste en Corée du Nord. Il est condamné et expédié au camp de concentration de Hungnam. Et là, le récit bascule dans l'horreur absolue. L'auteur décrit un camp de travail forcé, centré autour d'une usine de production d'engrais azotés. Les prisonniers manipulent l'ammoniac à main nue, c'est effroyable. L'auteur explique que les produits chimiques rongent littéralement la chair, faisant disparaître la peau, la chair et parfois même les os des doigts des détenus. Et les rations alimentaires sont presque inexistantes. La famine transforme les hommes en bêtes. Le livre relate ces scènes où des détenus surveillent l'agonie de leurs camarades pour se ruer sur leur bouche. Pour récupérer les grains de riz non mâchés, oui. C'est glaçant. C'est dans ce contexte de déshumanisation totale qu'intervient l'épisode de la nourriture que nous évoquions au tout début de notre analyse. Exact. La mère de l'auteur accomplit un voyage éprouvant pour lui rendre visite. Le livre précise qu'elle contracte des dettes écrasantes pour rassembler les ingrédients d'une préparation appelée le miso de carou. C'est une poudre de riz grillée hautement nutritive, c'est ça? Tout à fait. Elle lui remet cette poudre en pleurant à travers les barreaux. Et là, l'auteur prend cette poudre, symbole du sacrifice immense de sa mère, et la distribue immédiatement aux prisonniers qui l'entourent. Sous les yeux de sa mère? Oui, il regarde sa mère et lui déclare qu'il est un citoyen du monde avant d'être son fils. Le texte souligne le choc ressenti par la mère, mais met surtout en lumière la stratégie mentale de l'auteur. Il applique la maîtrise de soi évoquée plus tôt. Je dois avouer que c'est profondément contre-intuitif. S'affaiblir volontairement en donnant ses calories dans un camp de la mort semble être une stratégie de suicide, pas de survie. Comment le texte justifie-t-il cette approche ? Ce qui est fascinant ici, c'est l'analyse psychologique du pouvoir et du contrôle décrite par l'auteur. Le camp du Hungnam est conçu pour briser l'esprit avant de détruire le corps. C'est une annihilation méthodique de l'individu. L'objectif des gardiens est de réduire les hommes à leurs instincts les plus bas pour prouver la supériorité du système. En refusant de se battre pour de la nourriture, l'auteur refuse le statut d'animal qu'on veut lui imposer. Il préserve son humanité. Exactement. Il affirme endurer cette torture, non pas comme une victime impuissante, mais comme un homme qui choisit de prendre sur lui la souffrance de son peuple. Et le livre révèle une autre tactique ahurissante. L'auteur décide de travailler plus dur que n'importe quel autre détenu. Il dépasse systématiquement les quotas de production irréalisables imposés par les gardiens.
Il devient le meilleur prisonnier du camp de concentration, en fait. Il collabore à sa propre exploitation physique. Ça paraît insensé. Il le fait dans un but très précis. En devenant le travailleur le plus productif, il gagne le droit de refuser certaines exigences idéologiques. Ah, le règlement du camp oblige les prisonniers à rédiger des lettres de louange, c'est ça, hein? Oui, des lettres de gratitude envers le régime communiste athée. L'auteur refuse systématiquement de les écrire. Et parce qu'il est indispensable à la chaîne de production, les gardiens ferment les yeux sur cette insubordination. Sa stratégie de survie repose sur une redéfinition totale de la victoire. Pour lui, la victoire n'est pas de conserver son corps intact, c'est de garder sa conscience inviolée. L'épilogue de cette incarcération prend des allures de fresque historique. Le camp programme finalement son exécution. Mais la veille de la date fatidique, les forces de l'ONU, menées par les États-Unis, lancent une offensive massive. Des bombardiers pilonnent la zone industrielle de Hungnam. Le livre décrit les murs de la prison qui s'effondrent sous le fracas des explosions. Les gardiens paniquent et s'enfuient. L'auteur émerge littéralement des décombres, retrouve la liberté et entame une marche harassante vers le sud. Pour l'auteur, cette libération in extremis valide de manière absolue la mission qu'il porte. Il écrit qu'il survit à Hungnam parce que le ciel exige qu'il accomplisse une tâche à l'échelle mondiale. Cette conviction d'être épargné pour un but supérieur explique pourquoi, une fois libre, il ne cherche pas à mener une vie tranquille. Au contraire, il passe à la vitesse supérieure. Pour comprendre l'origine exacte de cette mission mondiale, il faut opérer un rapide retour en arrière dans le livre. Le texte relate un événement survenu alors que l'auteur a seulement 16 ans. Il prie avec ferveur sur une montagne en Corée. Selon le récit autobiographique, Jésus lui apparaît de manière très claire. Le livre affirme que Jésus lui confie la responsabilité d'achever l'œuvre de la paix mondiale. C'est un point de bascule. Suite à cette expérience fondatrice, l'auteur pose les bases de son mouvement spirituel, fonde sa propre église et entame une expansion internationale. Le livre détaille son arrivée aux États-Unis dans les années 70. L'auteur découvre un pays qu'il estime en plein effondrement moral. Il observe les ravages de la drogue, la dissolution de la structure familiale et la perte des repères traditionnels. Dans ses discours publics, il utilise 2 termes précis pour décrire sa présence sur le sol américain. Il se présente comme un pompier, accouru pour éteindre l'incendie de l'immoralité, Et comme un médecin venu de l'extérieur pour administrer un remède à une nation gravement malade. Les descriptions de ces événements publics sont vertigineuses. Il remplit le Yankee Stadium à New York et rassemble des centaines de milliers de personnes au Washington Monument. Mais au-delà des foules, l'auteur entreprend une diplomatie de l'aubre fascinante. Il rencontre des chefs d'État avec une approche totalement iconoclaste. Le récit de sa rencontre avec Mikhaïl Gorbatchev à Moscou en 1990 est hyper révélateur de sa méthode. L'auteur est un militant anticommuniste de la première heure. Et pourtant, il se retrouve face aux dirigeants suprêmes de l'Union soviétique. Le texte affirme qu'il annonce sans détour à Gorbatchev que l'effondrement de l'idéologie communiste est inéluctable. Il lui demande d'instaurer la liberté religieuse dans tout le bloc soviétique et de normaliser les relations avec la Corée du Sud. Le détail le plus marquant de cette rencontre est un geste d'une simplicité désarmante. Au terme de l'entretien, l'auteur détache sa propre montre de son poignet et l'attache directement au poignet de Mikhaïl Gorbatchev. Il lui demande de regarder cette montre à chaque fois qu'il sentira son courage vaciller face aux obstacles de ses réformes politiques. C'est l'utilisation d'un ancrage psychologique, physique, pour maintenir une connexion émotionnelle forte. Et le livre souligne que l'Union soviétique se dissout pacifiquement peu de temps après. L'année suivante, en 1991, l'auteur prend un risque encore plus grand. Il se rend à Pyongyang pour s'entretenir avec Kim Il-sung, le dirigeant suprême de la Corée du Nord. C'est le face-à-face ultime. L'homme qui a échappé au camp de la mort retourne s'asseoir à la table de l'homme dont le régime l'a condamné. Exactement. L'enjeu est colossal. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour saisir la stratégie de l'auteur dans cette rencontre, il faut utiliser une puissante analogie mécanique qu'il développe dans le livre. Ah oui, l'analogie du roulement habile. C'est ça. L'auteur fait remarquer que la péninsule coréenne est un minuscule territoire, géographiquement coincé entre des mastodontes géopolitiques, la Russie, la Chine, le Japon et les États-Unis. Et dans une machine complexe, un roulement à billes est également un élément minuscule. Mais c'est cette petite pièce centrale qui encaisse la friction. C'est elle qui permet aux grands engrenages de tourner à pleine puissance sans se détruire mutuellement. L'auteur soutient que la Corée a le devoir de devenir ce roulement à billes spirituel pour harmoniser les relations entre les grandes puissances.
L'analogie du roulement à bille dicte vraiment son attitude face à Kim Il-sung, tu vois. L'auteur comprend immédiatement qu'un débat idéologique créera de la friction et mènera à un désastre diplomatique. Il choisit alors de court-circuiter l'intellect de son interlocuteur. Au dépourvu par cette approche, lui fait servir des nouilles de pommes de terre gelées. Un plat traditionnel, rustique, de leur région d'origine. C'est un retour aux sources. Et il y a un échange verbal raconté dans le livre qui illustre parfaitement cette dynamique de désarmement psychologique. Oui, l'histoire de la chasse à l'ours. Kim Il-sung se détend et lui propose soudainement d'aller chasser l'ours dans les montagnes. L'auteur le regarde et lui répond sur le ton de la plaisanterie qu'il craint beaucoup trop le froid. Et il ajoute cette phrase géniale. Si un ours s'assoit en face de vous, qui voyez-vous, l'ours ou moi? Le livre relate que le dictateur nord-coréen éclate d'un rire franc et sincère. C'est un moment de pure humanité. Le livre montre que l'auteur installe consciemment une dynamique familiale. Kim Il-sung est plus âgé. L'auteur lui propose formellement d'établir une relation de frère aîné à frère cadet. Le texte décrit ces deux hommes marchant dans les immenses couloirs du palais présidentiel en se tenant par la main, selon la coutume coréenne. Les résultats pratiques de cette diplomatie du cœur, qui contourne les barrières de la méfiance par l'affection fraternelle, sont concrets. L'auteur obtient des accords inédits sur la réunion des familles séparées par la guerre et des garanties concernant la dénucléarisation de la péninsule. L'auteur démontre que l'on peut influencer le cours de la guerre froide avec une montre et un bol de nouilles, en fait. Cependant, le livre martèle une idée cruciale. Les poignées de main dans les palais présidentiels ne garantissent pas une paix durable. Pour l'auteur, l'infrastructure de la paix mondiale nécessite une fondation beaucoup plus profonde et intime. Le livre consacre une part majeure à la famille. L'auteur affirme que la paix mondiale n'est qu'une illusion si elle ne commence pas à l'intérieur du foyer. Il qualifie la famille d'école de l'amour. C'est le terrain d'entraînement où l'être humain apprend concrètement à sacrifier son ego pour le bien commun. Le livre présente l'engagement radical que l'auteur prend avec son épouse, Ak Ja-on-moon. Dès les premiers jours de leur mariage, ils formulent un vœu solennel. Ils s'engagent à ne jamais élever la voix, ni se disputer devant leurs enfants. Malgré l'épuisement, les persécutions et la gestion quotidienne d'un mouvement mondial massif, ils maintiennent une façade d'unité absolue à la maison. Pour préserver l'intégrité émotionnelle de cette école de l'amour, le texte insiste sur le fait que la gestion des conflits mondiaux commence par la gestion de ses propres frustrations conjugales. Mais la vision de l'auteur ne se cantonne pas aux murs de la maison. Le livre détaille une multitude de projets ambitieux conçus pour forcer la connexion humaine à l'échelle planétaire. Le livre liste des initiatives qui semblent à première vue déconnectées de la politique traditionnelle. Sur le plan culturel, par exemple, l'auteur fonde les Little Angels. Une troupe professionnelle de danse traditionnelle coréenne composée d'enfants. Sur le plan de l'ingénierie physique, il propose et finance les études pour une autoroute internationale de la paix. Ce projet titanesque prévoit de relier le Japon à la Corée par un tunnel sous-marin, puis de prolonger cette route à travers l'Asie pour connecter les continents. Et sur le plan de la gouvernance mondiale, l'auteur exhorte l'ONU à se réformer en créant un conseil interreligieux permanent. Son argument est que la politique seule manque de sagesse spirituelle pour résoudre les crises complexes. C'est une vision à 360 degrés. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire ? Comment articuler ces initiatives disparates ? Une troupe de danse et le coulage de millions de tonnes de béton peuvent-ils véritablement neutraliser des haines ancestrales et des conflits de territoire ? L'approche semble presque naïve face à la complexité de la géopolitique moderne. Si l'on relie ça à une vision plus globale, le livre dévoile la mécanique précise de la pensée de l'auteur. Il affirme que le monde physique et le monde spirituel fonctionnent en miroir. Donc tout est connecté ? Absolument. Prenons l'autoroute internationale. Ce n'est pas un simple projet de travaux publics. L'objectif est d'abolir physiquement les frontières. Quand une route relie deux nations hostiles, le commerce et les flux humains s'intensifient. Les cultures se mélangent inévitablement, c'est logique. Et selon l'auteur, la friction constante de ce brassage détruit les murs mentaux et les préjugés. Le mécanisme est similaire avec la troupe de danse des Little Angels. L'auteur explique que la beauté de l'art contourne les défenses logiques et idéologiques du cerveau. Quand un public étranger s'émeut devant la grâce de ses enfants, il ne peut plus percevoir la nation coréenne comme une menace abstraite. L'art déclenche l'empathie là où les discours déclenchent la méfiance. C'est puissant. L'auteur synthétise l'ensemble de ces méthodes diplomatiques et familiales par une définition fulgurante de l'amour. Il écrit « L'amour, c'est donner et oublier ». C'est un don total, sans comptabilité.
Sans attente de retour, sans mémoriser le sacrifice accompli. Le livre démontre que l'auteur applique cette définition mathématiquement tout au long de sa vie. Qu'il donne sa ration de survie dans le camp de Heungnam, qu'il offre sa montre au chef du bloc soviétique ou qu'il construise des institutions mondiales, la dynamique reste identique. Le don désamorce le conflit. Quand nous mettons bout à bout toutes les pièces de ce récit, le parcours décrit est proprement stupéfiant. C'est une trajectoire hors du commun, c'est clair. L'histoire débute avec un enfant observant paisiblement les animaux dans les forêts reculées de Cheongju. Elle traverse les tourments indescriptibles d'un camp de la mort sous un régime totalitaire et elle culmine dans les cercles fermés du pouvoir mondial. Où l'auteur tente de réorienter l'avenir de l'humanité. Le texte illustre la puissance d'une volonté inébranlable, entièrement focalisée sur la paix, rendue possible par l'oubli total de ses propres intérêts. L'auteur clôture d'ailleurs ses mémoires par une leçon de vie très directe applicable à toutes les existences. Il rappelle que l'être humain n'est propriétaire de rien. L'argent, le temps et même le corps physique ne sont que des éléments empruntés temporairement au ciel. Le but de la vie consiste à rendre ces éléments en ayant créé plus de valeur. Le livre utilise une dernière image très visuelle pour évaluer l'ambition humaine. L'auteur explique que si un individu définit la réussite comme le fait d'obtenir un bon emploi, de manger à sa faim et de s'assurer une retraite confortable, Il atteint au mieux la réussite d'un petit chat. C'est un succès respectable, mais limité. en revanche, si une personne décide de consacrer chaque once de son énergie vitale à soulager la souffrance de l'humanité entière, elle accomplit la réussite d'un tigre. La qualité et l'impact de notre existence sont strictement proportionnels à l'envergure de nos objectifs. Cela soulève une question importante et nous amène à la déclaration la plus inattendue du livre. L'auteur est mondialement reconnu comme le fondateur d'un vaste mouvement religieux. Pourtant, il rédige une critique radicale du système religieux lui-même dans son propre livre. Il affirme que la religion n'a absolument rien de sacré en soi. Elle n'est qu'un outil temporaire, un instrument de réparation conçu pour ramener une humanité défaillante vers le bien. La conclusion de l'auteur est tranchante. Il écrit que le jour où la paix mondiale sera définitivement établie sur Terre, la religion deviendra inutile. Elle disparaîtra d'elle-même, car sa mission sera achevée. Le texte suggère que les institutions spirituelles doivent travailler activement à leur propre disparition en guérissant le monde. C'est un sacré paradoxe. Et cette réflexion nous pousse irrésistiblement à imaginer un futur inédit. Le livre nous met au défi de concevoir une civilisation humaine qui n'aurait plus besoin de dogmes protecteurs, de frontières fortifiées ou d'institutions religieuses pour réguler la morale. Une société où le principe d'un amour universel et désintéressé serait tellement intériorisé par chaque individu qu'il remplacerait toutes les lois. Une civilisation où chaque famille fonctionnerait naturellement comme le générateur autonome de la paix mondiale. Pour appréhender une telle réalité, le livre nous invite simplement à revenir à l'image fondatrice de l'auteur. La paix suprême n'a pas la forme d'un traité signé dans un palais. Elle ressemble à un enfant qui ferme les yeux, en sécurité totale, endormi sur le dos de son père après une longue journée. C'est sur cette vision profondément humaine que notre analyse s'achève aujourd'hui.